suite à une pleurésie bilatérale. Si vous êtes prêt, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons toujours l'honneur de vous présenter ce deuxième cas qui concerne cette fois-ci le myxome de l'oreillette gauche de découverte fortuite lors d'une pleurésie droite. En introduction, le myxome, c'est une tumeur rare intracardiaque bénigne de l'adulte. Il se développe au dépens des îlots sous-endocardiques des cellules mésenchymateuses primitives. Sa fréquence est de 0,5 par 1 million d'habitants et les circonstances de découverte sont très variées. Notre cas est de découverte fortuite suite à une pleurésie. C'est la raison pour laquelle nous avons pris comme objectif la place de l'échographie Doppler dans le diagnostic de cette tumeur. En ce qui concerne notre patiente, il s'agit toujours d'une femme de 19 ans. Ce n'est pas la même personne. Elle présente des signes fonctionnels comme la toux sèche, des dyspnées stade 3, une altération de l'état général et une apyrexie. Les signes généraux sont marqués par une tension artérielle normale avec une fréquence cardiaque de 107 battements par minute, une fréquence respiratoire de 21. Cette patiente ne présente aucun antécédent particulier. Nous avons examiné notre patiente et ceci a révélé un reflux hépatojugulaire, un œdème de membre inférieur avec un souffle systolique de 4/6 au foyer mitral irradiant vers l'aisselle et au foyer tricupsudien. Nous avons constaté également un syndrome d'épanchement pleural liquidien droite marqué par une abolition de murmures vésiculaires, diminution de vibres vocales et de matité au niveau de la base pulmonaire droite. Nous avons observé également la présence des râles crépitants, surtout à droite. Un ECG a été demandé et ça a montré une fausse image de l'onde P en double bosse en terrain, ce qui représente une hypertrophie auriculaire gauche, mais ceci n'a pas été confirmé à l'échographie. Nous avons constaté également une tachycardie sinusale avec l'axe de QRS3, une bloc de branche droite et complet et une présence de l'onde S jusqu'en V6. La biologie a montré une anémie normochrome normocytaire avec barre négatif et une hyponatrémie et hypochlorémie. Nous avons constaté également une insuffisance rénale avec clairance modérée avec une clairance de 45,8. Devant tous ces signes, nous avons demandé une radiographie de thorax comme dans notre habitude à Majenga et ça nous a montré une opacité dense au niveau de l'hémi-thorax droite à limite externe, pas trop nette, effaçant le bord cardiaque droite. Et nous avons constaté que le cul-de-sac n'est pas aussi comblé que ça. Dans la foulée, nous avons fait une ponction pleurale, ce qui nous a donné un liquide pleural transditatif avec Rivalta négatif. Nous avons fait une échographie complémentaire et cette échographie nous a montré une masse hyperéchogène battante de 17 cm², de 15,5 mm de diamètre dans l'oreillette gauche, surtout au niveau de la glande lèvre. Cette masse est très typique d'un myxome, donc nous avons confirmé qu'il s'agit d'un myxome prolabant dans le ventricule, myxome prolabant de l'oreillette gauche et qui prolabe dans le ventricule gauche. Nous avons découvert également la présence d'un épanchement pleural et nous avons constaté la présence d'une insuffisance mitrale avec une fuite au cours de l'échographie. Un scanner a été demandé pour confirmer la présence de pleurésie et ça nous a montré un syndrome alvéolaire au niveau de lobe moyen marqué par la présence de cette densité avec des bronchogrammes aériques. Nous avons constaté également la présence d'une acide dans notre patiente. Quels sont les traitements? La patiente a été envoyée dans le service de cardiologie et on lui a donné une diurétique. Il y avait une régression de l'œdème et de pleurésie. Actuellement, nous avons préparé la patiente pour une éventuelle évacuation à l'étranger
pour la chirurgie. Pour la discussion, le myxome est une tumeur cardiaque bénigne. Elle représente 50% des tumeurs intracardiaques. L'âge de présentation est de 30 à 60 ans. Notre patiente est un peu plus jeune. C'est le 13e cas que nous avons découvert à Majenga depuis l'an 2000. Cette tumeur présente, 2 tiers de cette tumeur présente surtout chez les femmes, comme dans notre cas. 75% de cette tumeur se trouve dans l'oreillette gauche, 15 à 20% dans l'oreillette droite et 2% dans le ventricule. Plus de 90% de cette tumeur sont solitaires. Les formes multiples rentrent dans le cadre d'un syndrome de Carney qui est caractérisé par des myxomes multiples cardiaques, des myxomes cutanés et des syndromes endocriniens comme des tumeurs testiculaires et des syndromes de Cushing. En ce qui concerne les signes cliniques, les myxomes se présentent sous forme de triades suivantes. Soit une obstruction intracardiaque qui entraîne une insuffisance cardiaque ou SECOM, soit il entraîne une embolisation systémique marquée par soit un accident vasculaire cérébral ou présence d'un embole dans l'aorte abdominale ou même dans le membre inférieur. Soit elle peut se présenter sous forme également de symptômes constitutionnels, notamment une atralgie, une fièvre ou une altération de l'état général. Tous ces signes présentent plus ou moins dans notre cas, notamment on a constaté une insuffisance cardiaque, une altération de l'état général et nous avons suspecté la présence d'une embolie pulmonaire. Concernant le signe physique, les signes physiques varient selon les sièges et la taille de myxome de l'oreillette gauche. On peut avoir une congestion pulmonaire, des souffles mitrosystoliques ou diastoliques. Il peut y avoir un éclat de bain ou bruit cardiaque protodiastolique. Dans notre cas, nous avons constaté un souffle systolique mitral et au foyer tricuspidien lié probablement à l'insuffisance mitrale. La biologie joue quand même un rôle important dans le diagnostic de cette tumeur. Dans la littérature, nous avons constaté qu'en cas de myxome, il peut y avoir une élévation des VSH, une anémie, une thrombopénie ou une thrombocytose. Dans notre cas, nous avons constaté que notre patient a présenté une anémie. On dit que c'est en rapport avec la libération d'interleukine 6 ou cytokine impliquée dans la réponse inflammatoire généralisée. Nous avons constaté également une insuffisance rénale modérée. Par contre, l'ECG n'est pas du tout concluant. Les signes varient selon les sièges de la tumeur. La radiographie, c'est le moyen de diagnostic de myxome. La radiographie thoracique donne toujours des signes non spécifiques et n'est pas du tout fiable. Quant à l'échographie transthoracique, c'est l'examen le plus efficace qui va nous montrer la taille, la fixation et la mobilité de la tumeur. À l'échographie, un myxome se présente sous forme d'une masse mobile, malléable, fixée au septum interauriculaire de la région de la fosse ovale. Il peut être prolabant dans le ventricule gauche ou non prolabant. Mais l'examen le plus fiable que l'examen transthoracique, c'est l'échographie transésophagienne. Mais malheureusement, à Majenga, nous n'avons pas cet appareil. Le deuxième volet d'imagerie, c'est l'imagerie en coupe, la TDM et l'IRM. Quand on fait un TDM ou IRM d'un patient qui présente une tumeur cardiaque, il faut faire les examens avec injection de produits de contraste. Ces imageries montrent les caractères des tissus mous, l'évaluation des structures avoisinantes et les degrés d'extension d'envahissement tumoral éventuel. Par exemple, cette image montre un myxome de l'oreillette gauche. C'est une image de scanner après injection de produits de contraste. Ce sont des images d'IRM en séquence T2. On voit bien un myxome de l'oreillette gauche qui se présente en forme d'une hypersignal. Après injection de gadolinium, il y a un rehaussement de la tumeur. Quel est le problème de notre cas en radiographie? D'abord, l'échographie transthoracique nous permet de diagnostiquer un myxome prolabant de l'oreillette gauche.
Mais le problème se pose au niveau de la condensation alvéolaire. Nous avons pensé qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire, mais une infection ne peut pas être exclue d'emblée. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire une angiographie ou une angioscanner parce que nous n'avons pas de moyens de le faire à Majinga. Quels sont les diagnostics différentiels qu'il faut éliminer? Tout d'abord, il faut éliminer surtout les fibroélastomes papillaires. Il est fréquent chez les adultes à partir de 60 ans, mais il est toujours de petite taille. C'est une tumeur intracardiaque, surtout valvulaire. Il faut éliminer également les mangiomes qui peut être intracardiaque ou dans les myocardes. Il faut éliminer également les lipomes, c'est une tumeur de densité graisseuse. Et il faut éliminer également les rhabdomium, les fibromes et les tératomes. Ce sont des tumeurs qui sont fréquentes surtout chez l'enfant. Et enfin, il faut éliminer les caillots. Souvent, ils sont mobiles. Et d'autres diagnostics qu'il ne faut jamais oublier, surtout les tumeurs malignes cardiaques qui sont d'évolution très très rapide ou l'évolution secondaire ou la présence d'une localisation secondaire intracardiaque d'une tumeur primitive. Donc, devant ce diagnostic différentiel, il faut faire toujours une étude anatomopathologique qui va confirmer le diagnostic. Sur le plan macroscopique, le myxome se présente sous forme d'une masse gélatineuse, lisse et rond ou irrégulier et friable. Il présente souvent des pédicules, c'est pourquoi il est battant. Il peut y avoir une zone de nécrose et une zone d'hémorragie à l'intérieur du myxome. Le diagnostic à l'histologie est confirmé par la présence d'anneaux ou de fluoride de cellules incluses dans le stroma myxoïde. Dans notre cas, on n'a pas pu faire des études histologiques. En ce qui concerne le traitement de myxome est toujours chirurgical. La mortalité opératoire est environ de 1% selon la présence ou non de comorbidité. 1 à 5% des myxomes récidives. Malheureusement, notre patient, on n'a pas pu l'opérer faute de moyens. En conclusion, devant une pleurésie et des signes cardiaques, ne jamais exclure un myxome, car il peut mettre en jeu le pronostic vital malgré sa bénignité. L'échographie est un examen de diagnostic moins cher, très suffisant pour les diagnostics. Dans notre milieu, la chirurgie de myxome est très hypothétique car nous avons un plateau technique insuffisant. Monsieur le Président, honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous remercions donc le docteur Norali d'avoir fait ses exposés sur des cas vraiment très rares et invitons donc les deux orateurs de venir ici parce qu'on va passer aux séances de questions. Docteur Norali, est-ce que vous pouvez venir ici? On va passer aux séances de questions. Donc, il y a une question ici. Merci, professeur. Une question pour le Dr Raven sur la biopsie pleurale. Donc, c'était très bien, une belle présentation, mais je voulais savoir le coût de la biopsie pleurale, de l'examen histologique dans votre laboratoire. Combien ça coûte? Parce que je pense qu'il y a le prix de la biopsie faite par le pneumologue et après il y a le coût de l'examen également au laboratoire. Donc, le coût c'est en arrière, dans les environs des 20 000 arrière pour les biopsies. D'accord. Oui. D'accord, parce que je suis frappé de voir que dans tous les pays à faible revenu, ça coûte cher aux malades finalement. Il y a un examen qui coûte pas cher et qui peut faire le diagnostic de la tuberculose assez facilement, qui est une prise de sang, c'est l'adénosine désaminase, ADA. Ça vaut 1 € le test. Et donc ça a une très très bonne sensibilité. Donc je pense que j'encourage les gens à introduire cet examen, mais je n'ai pas beaucoup de succès. Merci. Oui. La désaminase dose dans la plèvre, pas dans le sang. Ça coûte pas cher, mais ça coûte quand même 3 à 4 €, donc c'est pas non plus rien.
Et c'est intéressant surtout pour éliminer le diagnostic. C'est-à-dire que si vous avez un résultat normal, ça veut dire que ce n'était pas une tuberculose. Mais ce n'est pas la question ici, puisque vous avez beaucoup de cas de tuberculose. Donc dans les pays à forte prévalence de tuberculose, finalement, vous allez trouver beaucoup de résultats très positifs. Et ça ne sidera pas de manière pathognomonique la présence de la tuberculose. Donc de toute façon, ils vont traiter les patients. Donc moi, je préfère à la limite qu'ils fassent aussi un peu de biopsie pour trouver le granulome quand même. Parce que ça permet de trouver les diagnostics différentiels. Voilà. Voilà. Et la deuxième, enfin du coup j'en profite, c'est le problème des inflammations non spécifiques sur les biopsies pleurales. Hein. On avait publié une étude il y a une dizaine d'années émanant de l'équipe de Créteil. On avait montré, alors on avait eu la chance nous de pouvoir faire des biopsies pleurales systématiques et puis après de pouvoir tous prendre ces malades et les envoyer en thoracoscopie. Et on avait montré que, donc on avait comme vous un grand nombre de cas d'inflammation non spécifique. Et quand on leur faisait tous une thoracoscopie, certes, on retrouvait un peu d'inflammation non spécifique, c'est-à-dire que c'était le vrai diagnostic, mais on trouvait aussi des cas de cancer, des cas d'autres choses, où sur la simple biopsie à l'aveugle, on n'aurait jamais trouvé ça. Donc je sais bien qu'il y a un problème d'accès à la thoracoscopie, que c'est pas facile, mais ça prouve que ce diagnostic d'inflammation non spécifique, on ne peut pas s'en contenter. Il n'est pas satisfaisant, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, première question de savoir quelle aiguille vous utilisez. C'est l'aiguille d'Abrams ou l'aiguille de Castellan? Ici à Madagascar, en moyenne. Donc ici à Madagascar, on utilise surtout l'aiguille de Castellan, mais également de l'aiguille d'Abrams. Parce que l'Abrams permet d'avoir de plus grosses biopsies. Voilà. Alors, dans la tuberculose, on sait que la plèvre est atteinte dans sa totalité. C'est-à-dire que là où on fonctionne, là où on va biopsier, on va pouvoir amener du matériel qui sera significatif. Dans les cancers, nous avons une expérience à la région, j'en avais moi avant la thoracoscopie. Il faut biopsier très bas. Il y a une étude Canto qui avait montré que dans les cancers, surtout les cancers secondaires, ce que vous avez présenté, c'était là où ça commençait, c'était là qu'il fallait biopsier. Et nous avions des résultats, nous, avec Ahmed, on avait des résultats positifs, sans recours à la thoracoscopie. Puis, autre chose très importante dans la tuberculose, c'est mettre en culture, c'est M. Boutin à Marseille, qui était grand propagateur de la plèvre en France, qui a montré qu'il fallait mettre en culture, chez Lowenstein, les biopsies. Je sais pas si est-ce que c'est fait systématiquement? Je ne sais pas. Ici. La mise en culture des biopsies. Voilà, merci. Merci pour cette intervention et merci aussi pour l'information concernant le site de prélèvement pour les tumeurs, les métastases de cancer. Mais pour la culture sur milieu de Lowenstein, donc ici on ne pratique pas ça de façon systématique et en plus ça prend beaucoup de temps pour se positiver. Alors qu'on peut déjà mettre en route le traitement et quand la pièce est parvenue dans notre laboratoire, c'est déjà fixé dans du formol et je pense que la culture ne... Merci. Pour complément d'information, à Madagascar, le programme national de lutte contre la tuberculose a mis à la disposition des praticiens une gratuité de l'examen anatomopathologique. C'est pour cela qu'actuellement, nous faisons de façon systématique, afin d'améliorer le diagnostic extrapulmonaire de la tuberculose pleurale, et c'est gratuit, et on les envoie chez nous. Deuxièmement, dans la pratique quotidienne, nous avons constaté effectivement la fréquence des inflammations non spécifiques en matière de biopsie pleurale dans les résultats de l'anatomopathologie, et ce qui nous pose beaucoup de problèmes dans la prise en charge, parce que effectivement, dans notre pratique quotidienne, et grâce à une étude qui a été réalisée en 1995, en 1995, nous avons réalisé une étude multicentrique
sur la tuberculose extrapulmonaire. Et cette étude a permis à relever que chez les sujets jeunes, la simple obtention donc d'un liquide exsudatif après dominance lymphocytaire nous permet, dans 95% des cas, d'avoir le diagnostic de la tuberculose. Par contre, chez les sujets d'un certain âge, à partir de 40 ans, c'est là le problème. Et dans la pratique, nous recevons dans le service beaucoup de patients ayant eu ce résultat et qui a été mis sous un tube tuberculeux et qui sont en fin de compte des cancers, des métastases. Et c'est pour cela que dans notre pratique, nous les enverrons toujours, dès qu'il y a un résultat d'inflammation non spécifique, nous envoyons toujours chez nos chirurgiens thoraciques pour faire une biopsie chirurgicale pleurale, et ce qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de résultats en matière de cancérologie ou de tuberculose. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, donc nous allons enchaîner notre deuxième série de cas cliniques.